Sûrement que nos artistes peintres ont continué à travailler et que les dames ont continué à faire colliers, boucles d'oreilles, etc. D'ailleurs, pendant l'année, Maïté me confiait une enveloppe avec ses ventes que je donnais à notre trésorier régulièrement, et je le remercie. Que la chorale a donc continué à chanter, au début par Internet, c'est-à-dire que Françoise enregistrait chaque voix, et lorsqu'elle avait à peu près toutes les voix, elle faisait le mixage. Ensuite, lorsque ce fut possible, par petits groupes dans les jardins, et depuis quelques semaines maintenant, dans une salle qui a d'ailleurs été fort difficile à trouver, mais qui existe. Avec J'ai mis le cœur, on fera corriger les fautes d'orthographe. Hein. Mais enfin, c'est sur l'entrée d'école. Et lundi dernier, d'ailleurs ce lundi, c'était la rentrée au Sénégal. Et voilà donc les images de la rentrée. L'école est ouverte. Voilà les premiers élèves donc, qui sont donc dans la classe. Et voilà ici donc encore une photo. Il y a à peu près, alors lundi et mardi c'était jour férié au Sénégal puisque c'était en quelque sorte leur Noël. Hein, c'est Maouloud, c'est la naissance de Mahomet. Donc lundi, mardi c'était férié, mais il y avait quand même une dizaine d'élèves. Donc grosso modo il reste le maximum chez eux. Pour rester chez eux, il faut qu'ils trouvent de quoi vivre. Et pour avoir de quoi vivre, la première des choses, c'est leur donner l'éducation. Et donc faire une école, c'est à mon avis indispensable. Et donc je remercie encore vous tous d'avoir participé à l'élaboration de cette classe. Et voilà donc notre réalisation au Sénégal, sachant qu'en France nous finançons la OAP, et j'espère que cette association va pouvoir recommencer également après la crise sanitaire. Les Anglais, c'était plutôt du nord au sud, donc à un certain moment il fallait se rencontrer. Et c'est là qu'il a commencé à avoir un certain nombre donc, de problèmes. La population est donc inégalement répartie, voilà. Vous voyez qu'en Afrique, donc 30 millions de kilomètres carrés pour 1,3 milliard d'habitants, 17% de la population du monde, alors que l'Asie représente 59,5% de la population du monde. Une densité de population de 43 habitants au kilomètre carré, donc c'est pas très peuplé. Par rapport à l'Asie, vous voyez, ils sont en 104. Et nous, en Europe, on est 75 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est un continent encore peu peuplé, mais par contre, vous voyez, le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, est en Afrique 4,8. C'est-à-dire que chaque femme a en moyenne 4,8 enfants. En Europe, vous voyez, on en est à 1,6. Donc, une expansion très importante. Étymologie du mot Afrique. Alors, l'étymologie du mot Afrique est très incertaine. Et j'en ai relevé 3, simplement pour qu'ils paraissent les moins farfelus. Michel Frude écrit dans la revue de philologie en 1976 que le mot Africa est apparu chez les Romains et qu'il nommait Africus, le vent pluvieux de la région de Carthage. Donc l'Afrique viendrait du mot romain Africus, vent froid. Une autre possibilité, c'est que le terme Africa pourrait venir du mot phénicien Afar. Afar qui voudrait dire poussière. Une autre explication est de rapprocher du mot Africa, le mot Africa, du mot berbère, taferka, qui veut dire terre. Alors, voilà 3 étymologies possibles, on ne sait pas laquelle est la bonne, et a priori encore maintenant, les historiens ne savent pas encore exactement laquelle paraît la meilleure. Mais on note une constante quand même, c'est que sur ces 3 étymologies possibles, on ne retient que la partie nord de l'Afrique. 54 États en Afrique. Voilà donc une carte avec les 54 États africains, elle est un peu floue. Du nord, Cap Blanc en Tunisie, jusqu'au sud, Cap des Aiguilles en Afrique du Sud, 8000 km.
De l'ouest, Cap Manuel au Sénégal, jusqu'à l'est, Ras El Hanout en Somalie, 7500 km. Donc un continent très important. Géographie. Géographie, de par ses dimensions et sa situation, l'Afrique présente une grande variété de climats. Climat équatorial, évidemment, avec une végétation dense, climat tempéré et même climat désertique. L'histoire. L'histoire, ce n'est pas aujourd'hui donc notre propos, mais quand même, je dirais que Yves Coppens nous dit que c'est probablement sur ce continent qu'elle est l'espèce humaine, sur les deux pattes. Il a trouvé donc d'ailleurs, c'était à Hadar, au nord d'Addis Abeba, Lucie, hein, et Lucie, je vous ai mis une photo de Lucie. Certains comme moi ont pu voir, c'est une photo que j'ai prise donc à Addis Abeba. Et depuis lors, en 1994, un squelette plus ancien a été trouvé, donc, mais toujours en Éthiopie. Donc, a priori, pour l'instant, les plus anciens hominidés viendraient donc d'Éthiopie, donc d'Afrique. Arrivons maintenant au pays qui va nous intéresser, c'est-à-dire le Sénégal, ou République du Sénégal. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest, bordé donc à l'ouest par l'océan Atlantique, 530 km de côte, au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, et au sud la Guinée, Guinée-Conakry et Guinée-Bissau. Et vous remarquez qu'il y a une langue de terre au milieu, c'est la Gambie qui sépare pratiquement la République du Sénégal en deux. D'où problème politique qu'il y a eu et qu'il y a toujours d'ailleurs. Cette Gambie qui fait grosso modo au plus large 40 km et au plus étroit 20 km et qui donc est, à mon avis, c'est une hérésie du temps de la colonisation. Sur le sol sénégalais, une vingtaine d'ethnies. Alors je vous ai fait une carte avec les ethnies les plus importantes. La presqu'île du Cap-Vert, les Lébous. Dans la grande côte, c'est-à-dire la côte au nord jusque Saint-Louis, les Wolofs. Sur la côte sud, la petite côte, les Sérères. Et au centre, les Peuls. Ce sont les ethnies les plus importantes de ce pays. Deux langues officielles, le Wolof et le français. Étymologie du mot Sénégal. Elle est très floue, également. Et la plus ancienne, c'est celle rapportée par l'abbé Boila, un abbé français, hein, dans son livre « Esquisse sénégalaise ». Il y voit la déformation donc des mots sénégalais « Sunugal », qui veut dire « notre pirogue ». Donc lui pense que Sénégal viendrait de Sunugal, qui voudrait dire « notre pirogue ». Mais depuis les années 60, cette version est très contestée par les historiens et qui pensent que le mot Sénégal provient plutôt du mot Zénéga, qui était une tribu berbère qui venait donc d'Égypte, et donc probablement c'est une immigration qui venait donc d'Égypte vers le Sénégal, qui s'appelait pas encore le Sénégal à l'époque, hein, et donc les Zénégas qui ont donné le nom de Sénégal. Un peu donc de géographie maintenant. Ce qui caractérise ce pays, c'est bien sûr sa côte, 530 km de côte. Donc la pêche est une activité importante, pour ne pas dire essentielle pour le pays. Ce qui caractérise aussi le Sénégal, c'est la Gambie, donc, qui coupe le pays pratiquement en deux. Le Sénégal est un pays plat, hein, puisque le point culminant qui se trouve dans le parc du Niokolo-Koba, le mont Assirik, fait 330 mètres de haut. Donc on ne peut pas dire que qu'il est très haut. En ce qui concerne dans la géographie le climat, eh bien le climat est désertique au nord, hein, désertique près de la Mauritanie, c'est le désert, le Sahel qui avance, et pratiquement équatorial au sud, tout au moins sous la Gambie. Un peu d'histoire maintenant, alors j'en arrive au thème de ce soir. Comme bon nombre de pays d'Afrique, les documents manquent. Les plus anciens racontent les aventures donc de voyageurs arabes. Il faut attendre le XVe siècle
pour avoir des sources européennes. Et encore, ces sources européennes n'étaient pas destinées à raconter l'histoire. En raison de l'absence de sources écrites, il est donc nécessaire de décrypter l'histoire du Sénégal en s'appuyant sur les traditions orales. Traditions orales qui sont souvent sujettes à caution. Ou sur les résultats de fouilles archéologiques. Ces résultats sont beaucoup plus sûrs, mais beaucoup moins nombreux. Toujours est-il que le professeur Cheikh Anta Diop a estimé que le Sénégal s'est constitué par vagues successives venant donc d'Égypte. Et la région a été d'ailleurs longuement sous l'influence de vastes entités étatiques, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire du Wolof. Tous ces royaumes sont tournés donc vers l'Arabie, avec lesquels ils font commerce. En important cuivre, tissus, perles, et en exportant or, épices, esclaves. L'expansion d'un vaste empire arabo-musulman, et cet empire il est venu jusqu'en Espagne et même au sud de la France, n'est-ce pas, n'est pas dénué d'enjeux économiques et entraîne une première traite négrière dite traite orientale, qui fournit en Afrique du Nord et au Sahel en main-d'œuvre servile. Alors je vous ai mis ici, vous voyez, en haut à gauche, vous avez donc une miniature arabe qui est datée de 1237, qui montre un marché aux esclaves donc au Yémen. Alors vous voyez nettement en bas de l'image, eh bien, des hommes noirs, des hommes noirs, et en haut vous voyez bien des Arabes, n'est-ce pas, on les reconnaît à leur longue barbe et à leur tchèche, qui sont en train de, avec un peson, essayer de commercer l'esclave. Et à droite, un groupe d'esclaves emmenés par un homme, vous voyez là encore, vous voyez avec un sabre bien recourbé, un sabre bien recourbé et un tchèche qui emmène donc un groupe d'esclaves au travers le désert. À partir du 8e siècle, l'Afrique est dominée dans sa partie nord par les Arabes. Et l'islam progresse vers le sud par les vallées du Nil et les pistes du désert. L'Afrique subsaharienne, appelée Soudan par les Arabes, et cette région constitue un énorme réservoir de main-d'œuvre servile. Les rois de certains empires, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, assoient leur domination en vendant les prisonniers capturés lors de razzias. Des villes comme Tombouctou, Zanzibar, s'enrichissent avec ce commerce qui va perdurer très longtemps. Le dernier marché aux esclaves ferme au Maroc en 1920. La dernière caravane d'esclaves noirs signalée au travers le Sahara en 1929. Donc vous voyez que la traite négrière dite orientale a duré du 8e siècle au 20e siècle. J'ai pas encore entendu, et ça c'est un aparté que je fais, beaucoup de pays arabes en train de se dire on s'excuse. Lors de l'abolition officielle de l'esclavage, en 1962 en Arabie Saoudite, il y avait encore plus de 150 000 esclaves. Et les historiens estiment que plus de 14 millions d'hommes et de femmes ont été vendus et déplacés du sud vers le nord, c'est-à-dire de l'Afrique noire jusqu'à l'Afrique arabe. Selon l'ONU, en 2015, les pays où le taux de personnes est encore en esclavage est le plus important, c'est la Mauritanie, l'Ouzbékistan, Haïti et le Qatar. Alors, c'est en 1444 que les Portugais atteignent la presqu'île qui nomme Cabo Verde, Cap-Vert.
Vous voyez la presqu'île, Cap-Vert, la presqu'île située tout à gauche donc, de la carte qui date de 1770. Ainsi que l'île de Gorée, qu'ils appellent Ilha de Palma, l'île aux palmes. Ils installent des comptoirs à Gorée, à Rio Fresco qui maintenant s'appelle Rufisque, à Joal. Certains qui sont venus il y a quelques années ont visité Joal, l'île aux coquillages, et puis à Portugal qui s'appelle maintenant Saly. En 1627, la compagnie néerlandaise des Indes occidentales achète Gorée. Alors voilà l'île de Gorée, beaucoup la connaissent. Voilà l'île de Gorée, c'est une photo récente aérienne, n'est-ce pas, l'île de Gorée. Et ces Néerlandais ils construisent deux forts. On subsiste un, vous voyez, sur la partie droite, en bas de l'île, vous avez encore le fort rond qui subsiste des années 1680, fort néerlandais. Il est devenu musée à l'heure actuelle. Dans son livre intitulé donc Description africaine, dont je parlais tout à l'heure, l'abbé Olfer Dapper, vous connaissez peut-être le musée Dapper à Paris, qui est un musée d'art africain magnifique, donne l'étymologie de l'île de Gorée. En néerlandais, Godrede. Donc vous prenez les deux initiales, pas l'initiale, mais les deux premières de chaque mot, Gorée, Godrede qui veut dire bonne rade, puisque a priori c'était une bonne rade pour les bateaux de l'époque. Les Néerlandais occupent donc l'île, qui jouit donc d'une position stratégique magnifique. Ils y sont chassés à plusieurs reprises par les Portugais, par les Français, par les Anglais. Pour la petite histoire, l'île de Gorée est toujours stratégique. Une batterie de canon y a été installée au sommet du Castel. Le Castel, c'est, au contraire, la partie gauche de l'île, le mont qui est tout vert là-haut sur la photo, c'est le Castel, en haut du Castel. Donc, la France de Vichy a installé une batterie de canon dans les années 40. Ils ont servi une fois, et ils ont coulé lors de l'expédition de Dakar de 1940 un bateau anglais. Les Français ont saboté les canons à l'indépendance pour qu'ils ne soient plus utilisés et utilisables en 1960, lorsque le Sénégal est devenu indépendant. À la recherche de nouveaux débouchés, les Français remontent le fleuve Sénégal. Et en 1659, un Normand, Diepois, du nom de Louis Collier, fait construire une habitation sur l'île de Ndar. L'île de Ndar, qu'il transforme en un comptoir et il baptise Saint-Louis du Fort. C'est ce que nous appelons maintenant la ville de Saint-Louis. Saint-Louis qui, au départ, était une île. Alors, vous voyez dans l'image en bas à droite, l'île de Saint-Louis. Alors, ce que vous voyez au fond de la photo, c'est le continent. Vous avez l'île Saint-Louis, la ville de Saint-Louis originale du départ, l'île Saint-Louis, et ce que vous voyez devant, c'est la langue de Barbarie, c'est-à-dire c'est une langue de sable qui avait à peu près une vingtaine de kilomètres, qui est réduite maintenant parce qu'elle a été un peu trafiquée ces dernières années à cause d'une inondation, et cette langue de sable d'une vingtaine de kilomètres qui protège l'île de Saint-Louis, et vous voyez, l'océan vient buter sur cette bande de sable, la langue de Barbarie. Le vice-amiral d'Estrée s'empare donc de la ville de Gorée en 1677, qui est reprise encore une fois par les Anglais, et finalement, le traité de Versailles de 1783 restitue le Sénégal à la France. En 1785, le chevalier de Boufflers est nommé gouverneur, le premier gouverneur, et s'installe à Saint-Louis, avant de partir dans les années 1790 pour Gorée. La France prend alors l'ascendant sur les autres puissances et Gorée, de même que Rufisque, de même que Saint-Louis et Dakar, deviennent 4 communes françaises. C'est-à-dire depuis les années 1820, les personnes nées dans ces 4 communes sont françaises. La colonisation de toute l'Afrique est alors en marche
la colonisation par la France, bien sûr, est alors en marche. Et Saint-Louis, puis Dakar en 1902, deviennent capitale de l'AOF, créée en 1895 par l'impulsion donc de Faidherbe, bien sûr, alors devenu gouverneur des 4 communes du Sénégal. À l'heure de l'indépendance, alors le premier président, Léopold Sédar Senghor, prend comme capitale Dakar. Et voilà Dakar. Donc sur la partie, vous voyez Dakar qui vient d'une presqu'île, n'est-ce pas? C'est une carte géographique de Dakar. Et vous avez une vue aérienne de la presqu'île, une vue aérienne récente de la presqu'île de Dakar. La découverte du Sénégal s'est donc faite au gré de l'installation de comptoirs de traite. Alors, la traite désigne sous l'Ancien Régime tout type de commerce. On peut faire la traite de l'arachide, on peut faire donc la traite de l'ivoire, on peut faire la traite du poivre, etc. On ne fait pas que la traite négrière, bien sûr. Tout commence donc dès le XVe siècle. Des aventuriers juifs, appelés les lanzados, ceux qui se lancent, arrivent donc dans ces régions, arrivent donc au Sénégal, fuyant l'Inquisition, puisqu'ils refusent donc de renier leur confession juive pour adopter donc le catholicisme. Et ces lanzados créent les premiers comptoirs au Sénégal. D'abord sur la petite côte. Donc les premiers comptoirs sont faits en pays sérère, c'est-à-dire Rufisque, Portudal et Joal. Ils adoptent le mode de vie local, c'est-à-dire qu'ils épousent des femmes locales. Ils engendrent une communauté métisse. Et les filles nées de ces concubinages sont appelées signards. Signard, qui est un mot qui vient du mot portugais senhoria, dame. Les signards, ce sont donc les dames métissées qui ont un père, donc un père blanc. Elles occupent très rapidement donc un rôle important dans le commerce du coton, de l'indigo, des épices. L'arrivée des Français et des Anglais sur la côte crée un climat d'insécurité puisqu'ils sont toujours en guerre. Donc ces signards décident de partir sur les îles, se réfugier sur les îles où c'est beaucoup plus calme, et ces signards vont sur les îles de Gorée et sur l'île de Saint-Louis pour se réfugier et se mettre à l'abri. Voilà une belle signard, donc une métisse qui est donc finalement l'élite des 2 îles de Gorée et de Saint-Louis. L'île de Gorée présente bien des avantages. Comme je le disais tout à l'heure, un mouillage sûr. Vous voyez une image, une photo donc du plan des années 1677 où vous avez représenté l'île de Gorée et vous voyez qu'il y a une espèce d'anse qui protège bien les navires. Donc c'est très avantageux, un mouillage sûr, une plage facile d'accès, un lieu facile à défendre et en plus près du continent puisque c'est à 5 km grosso modo du continent. Colbert accorde à la Compagnie française des Indes occidentales le monopole du commerce de l'Afrique. Cette compagnie, née à Saint-Louis, qui s'était d'abord appelée Compagnie royale du Sénégal, fait des bénéfices considérables en échangeant tissus, verroteries venus de France contre or, huile de palme et gomme arabique. Ce commerce assure la prospérité de la cité. Saint-Louis devient le principal établissement français de traite de l'Ouest africain. Et vous avez également dans l'image donc de droite une représentation donc de Saint-Louis et vous voyez la langue de Barbarie, n'est-ce pas, qui protège très bien, vous voyez au milieu de l'image cette espèce de langue de sable qui protège bien l'île et donc les navires là aussi sont bien abrités et il n'y a pas de problème.
pour l'île de Gorée et l'île de Saint-Louis. Le premier gouverneur donc, du Sénégal décide de résider à Saint-Louis. Et Saint-Louis devient donc la capitale politique. Plus tard, Louis Faidherbe, devenu gouverneur du Sénégal, entreprendra de réaliser la jonction de l'île de Saint-Louis avec ses deux rives, c'est-à-dire la rive côté continent et la rive côté langue de Barbarie. De nombreux mariages entre Européens et femmes africaines nobles donnent donc une descendance métissée qui forme assez rapidement l'élite fortunée de ces deux îles. Ces femmes ne se marient qu'avec des aristocrates ou des cadres bourgeois, aussi bien français qu'anglais d'ailleurs, cadres des compagnies de commerce, bien sûr. Ces mariages d'affaires sont en général conclus avec donc un roi africain et un commerçant européen. Il s'agissait de constituer pour les Africains un réseau d'influence dans les pays d'Europe. Ce réseau d'influence pour s'attacher donc à la protection d'une lointaine parenté européenne. Ce qui permet ainsi à la communauté de vivre à l'abri des soucis financiers et des soucis politiques. On disait alors que ce sont des mariages à la mode du pays. Mariage à la mode du pays, ces unions sont des mariages de circonstances, à durée déterminée. Ils durent jusqu'à ce que son mari quitte son poste et rentre en Europe. Et rentre en Europe. Alors, la signare épouse un autre mari. L'histoire nous dit que certaines signares ont épousé 4 ou 5 Européens qui ont occupé successivement la même charge. Le temps que l'Européen est là, le Français est là, le mariage dure, l'Européen repart chez lui, on en épouse un autre. Alors, ces mariages du pays arrangent tout le monde. D'une part, les signards, qui ont alors la possibilité d'avoir les marchandises européennes, tant convoitées, et surtout une protection de leurs activités commerciales. Et ça arrange aussi les Européens, les Européens à qui les signards apportent des connaissances sur les coutumes locales, apportent la connaissance sur les langues, apportent la connaissance sur les manières de se protéger, autant contre les dangers du climat que contre les réseaux et pouvoirs d'intérieur. Ils apportent aussi aux Européens une main-d'œuvre, je vais dire, de servile, en quelque sorte. De plus, ces unions sont reconnues par la monarchie française et également par l'Église, parce que la grande majorité des signards a opté pour la religion catholique. Ce qui implique la reconnaissance des héritiers qui portent le nom du père, ainsi que de leur droit à l'héritage. Une faveur inédite entre la métropole et ses colonies. Plus tard, d'ailleurs, la communauté mulâtre sera suffisamment importante pour qu'ils ne se marient qu'entre eux, et donc pour conserver la totalité de l'héritage. Voilà. Parlons maintenant des signards, notamment le pouvoir de séduction des signards. Jean-Baptiste Durand, directeur de la compagnie, les décrivait ainsi. Je lis. Elles sont belles, douces, tendres et fidèles. Il y a dans leur regard un certain air d'innocence et dans leur langage une timidité qui s'ajoute à leur charme. Elles ont un penchant invincible pour l'amour et la volupté. On ne peut pas en dire plus. On comprend bien l'attrait que ces signards, donc ces métisses sénégalaises, avaient pour le blanc, le toubab, comme on les appelle là-bas. Blaise Cendrars écrivait « Aucune femme au monde ne possède cette distinction, cette noblesse, cette démarche, cette allure, cette élégance, cette nonchalance, ce raffinement,
cette propreté, cette hygiène, cette santé, cet optimisme, cette inconscience, cette jeunesse, ce goût. N'en jetez plus. Le dénommé Abraham Grady, juif portugais, réfugié à Bordeaux, est leur principal fournisseur en produits de luxe dès 1763. Il leur fournit parfums, perruques, robes à la mode de Versailles, meubles, art de la table. Et plus tard, les nouveautés des grands magasins parisiens tels le Bon Marché et la Samaritaine. On les retrouve dans de belles demeures. Voilà la maison de la signare Anna Pépin, Anna Colas Pépin. Alors certains ont peut-être visité, c'est ce qui s'appelle à l'heure actuelle la maison des esclaves sur l'île de Gorée. Hein? Et les historiens nous disent qu'elle n'a jamais servi à la traite négrière. Mais bon, elle s'appelle maison des esclaves. Elle a été rénovée par l'association France Liberté. Hein? Et donc ces maisons étaient sur à l'étage le niveau de vie de la signare et de ses enfants, et au sous-sol des stockages pour en attendant les bateaux qui venaient d'Europe, on chargeait les bateaux et on envoyait ça en Europe. Les signares, donc, je vous disais, je vais remonter un tout petit peu, puisque j'ai omis de vous dire quelque chose. Les signares sont toujours d'une élégance raffinée. Un grand pagne coloré enserre leur ceinture, et un autre jeté sur une épaule, l'autre restant dénudé. Et sur sa tête, une coiffe particulière, une coiffe en pointe. C'est la marque des signards. Seuls les signards étaient coiffés de cette manière. Voilà un intérieur de maison signard. Vous voyez, c'est une gravure encore de l'abbé Boila, et vous voyez que sur cette gravure, on reconnaît bien les signards à leur coiffe, et vous avez les enfants. Et vous remarquez bien que les enfants ont un teint. Il y avait également dans cette société signard d'énormes balles. Alors voilà le bal des signards, donc une gravure de 1890. Hein, les résidences, dans ces résidences, font des fêtes somptueuses. L'histoire nous dit que Anna Pépin, qui rejoignait à la nuit tombée son amant le chevalier de Boufflers, était précédée d'un cortège de musiciens, de danseurs, d'hommes portant flambeaux, et bien sûr de son griot qui racontait évidemment ses éloges. Chevalier de Boufflers, qui est le premier gouverneur du Sénégal. Fils de Louis-François marquis de Remiancourt, donc il grandit à la cour de Lunéville. Il est destiné par ses parents à l'église, il passe 2 ans au séminaire, mais il le quitte sans avoir prononcé ses vœux. Il entre chez les hussards, il s'illustre sur les champs de bataille. Tombé en disgrâce à la suite d'une espièglerie, il avait séduit la femme de son capitaine. Il est renvoyé, donc des hussards, et quasiment déporté au Sénégal en qualité de gouverneur. Il y fait ses affaires de contrebande de gomme arabique et d'or, qu'il organise avec la signare Anne Pépin. Il quitte définitivement le Sénégal en 1787, fort regretté par les habitants de Gorée et de Saint-Louis. De retour en France, il rentre à l'Académie française, il y décède en 1815, et au Père-Lachaise, sur sa tombe, on peut lire « Mes amis, croyez que je dors ». Et il n'y a pas que le pouvoir de séduction, il y a aussi un pouvoir économique des signards. Les signards sont des femmes d'affaires redoutables. Elles dominent le commerce des cuirs, de l'indigo, des épices, du sucre et surtout de la gomme arabique. Elles possèdent une petite flotte de marchandes, de petits bateaux qui remontent le fleuve Sénégal pour aller chercher les marchandises à l'intérieur du pays. Elle les ramène chez elle et les confie donc à son amant. En général, elle s'oppose à la traite négrière. Elle rachète d'ailleurs aux négriers du royaume de Caillard et aux compagnies françaises des captifs. Et ce sont des captifs de caste, c'est-à-dire que finalement,
Il y aura très peu d'esclaves qui partiront du Sénégal d'ailleurs, et ces hommes et ces femmes rachetés deviennent des domestiques. Deviennent des domestiques logés et nourris, et qui travaillent bien sûr gracieusement pour la Signare. Ils sont d'ailleurs parfois loués à certaines tâches. La fortune des Signares provient en grande partie donc du trafic organisé de gomme arabique et d'or. La Signare achète les produits, elle les stocke chez elle, et son mari permet sur les bateaux européens l'embarquement en contrebande et la vente en Europe. Elles ont également un pouvoir politique. Alors là, c'est le tableau Édouard Auguste. Signare et serviteur agoré, avec une Signare avec ses captifs de case. On ne voit pas grand-chose. Si, moi, c'est un peu noir sur mon... Voilà, vous voyez toujours une captive qui est en train de piler le mil, avec dans son dos une jeune enfant qui est aussi a le teint un peu clair. Pouvoir politique, les Signares ont amassé une grande fortune. La Signare Katiloué, la plus riche Signare de Gorée du XVIIIe siècle, possède une propriété de plus de 4000 m². Et dans cette propriété vivent 64 captifs, c'est-à-dire 64 domestiques. Son pouvoir est tel qu'il lui est possible d'influer sur la nomination d'un nouveau gouverneur, ou au contraire, de laisser en place un gouverneur. Vous voyez par exemple ici une représentation, la Signare Katiloué, qui va à la rencontre des marins du 16e régiment d'infanterie de marine légère. Là, vous voyez la Signare bien reconnaissable à sa coiffe en pointe, bien protégée par une ombrelle, qui va donc à la rencontre des soldats français. Les Signares surent résister aux gouverneurs et officiers qui contestaient leur pouvoir et leurs privilèges. Grâce à leurs réseaux familiaux, ils arrivaient sans peine à atteindre les instances du pouvoir monarchique à Paris. D'ailleurs, l'administration royale recommande douceur et persuasion à leur rencontre. C'est la convergence des intérêts entre la métropole et la colonie qui peut expliquer tout cela. Voilà par exemple encore ici une représentation, un tableau d'Eugène Lelèvre, la Signare goréenne Anne Pépin, qui fait visiter l'île de Gorée au prince de Joinville, fils du roi Louis-Philippe. On visite à Gorée. Mais les Signares vont perdre un petit peu leur pouvoir au milieu du XIXe siècle. L'application des lois françaises affaiblit le pouvoir des Signares, notamment avec l'abolition de l'esclavage en 1848. En effet, ne pouvant plus avoir d'esclaves, donc ne pouvant plus avoir de captifs de case, le gouvernement a convaincu les propriétaires de captifs de case d'accepter qu'une part des dédommagements qui leur est due, puisqu'on les dédommage puisqu'ils n'ont plus le droit d'avoir ces captifs d'esclaves, donc ces dédommagements sont en partie payés sous forme d'actions de la nouvelle banque du Sénégal. Et les Signares actionnaires sont rapidement mises en minorité face aux actionnaires métropolitains. Elles perdent donc une grande partie de leur fortune ainsi. Puis ensuite, l'influence des missionnaires qui arrivent au Sénégal et qui donc empêchent ces mariages, plus ou moins ces mariages à la mode du pays. L'arrivée également des colons accompagnés de leurs femmes, de leurs épouses, car le climat sanitaire s'est largement amélioré. L'application du Code civil au Sénégal, en 1830, qui introduit le régime patriarcal, qui fait qu'une femme ne peut travailler que si son mari lui donne l'autorisation, et également les nombreux mariages avec les familles bordelaises, puisque les Signares étaient très penchés sur la ville de Bordeaux. Donc avec les mariages avec les familles bordelaises, ces familles bordelaises qui achètent beaucoup de terres du côté de Dakar, finalement, elles vont s'y installer elles aussi, et ça va provoquer les déclins sociaux et la disparition du système économique. Ce système économique donc des Signares qui a perduré jusqu'aux années 1850 à peu près. Mais dans ces villes
dans ces villes de Gorée et surtout dans des villes de Saint-Louis, subsiste quand même le souvenir. Et voilà par exemple une photo j'ai prise il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans à Saint-Louis, lors du festival de jazz. Vous voyez que les jeunes Saint-Louisiennes arborent fièrement la coiffe Signard. Voilà ce que je peux vous dire sur les Signards du Sénégal.